et messieurs, bonsoir et bienvenue au forum de la presse de Studio Kalangu, votre rendez-vous hebdomadaire qui vous propose des analyses sur des faits importants ayant marqué l'actualité de la semaine qui s'achève, et c'est avec des confrères des médias de Niamey. Au menu de ce forum de ce soir, série d'attaques sur des positions des forces de défense et de sécurité, l'une sur le poste de police frontalier de Petelkoli, région de Tillabéri, et l'autre sur une position de la garde nationale chargée de sécuriser un site aurifère de Diado dans la région d'Agadez, faisant des morts et des blessés. Ensuite, il sera question de la saisie d'un nombre important de voitures, de motos et plus de 1000 bidons de 25 litres d'essence à Maradi. C'est dans le cadre de la lutte contre la fraude du carburant. Enfin, le verdict du procès de l'assassinat de l'ancien président du Burkina Faso, Thomas Sankara, le 15 octobre 1987 à Ouagadougou. Les trois principaux accusés, à savoir l'ancien président Blaise Compaoré, le général Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando, ont été condamnés à la prison à perpétuité. Pour décrypter ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Maïmouna Diado. Elle est journaliste indépendante. Bonsoir Maïmouna. Bonsoir. Hassan Boukara, il est journaliste à la radio alternative. Bonsoir Hassan. Bonsoir. À la modération, je suis Nafissa Adam Sirfou. Chers auditeurs, auditrices de Studio Kalangu, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le poste de police frontalier de Petelkoli, dans le département de Tera, région de Tillabéri, a été victime d'une attaque mardi menée aux environs de 18 heures par des hommes armés non identifiés. Un bilan officiel fait état de 7 policiers tués et 4 autres blessés, rapporte un poste en ligne d'Actu Niger de ce 13 avril. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés selon la même source. Également, 4 gardes nationaux tués et un autre blessé grave. C'est le bilan d'une autre attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés contre une position de la garde nationale chargée de sécuriser un site aurifère de Diado dans le département de Bilma, région d'Agadez, selon une dépêche en ligne du journal privé Air Info. Alors, des attaques qui reprennent. Je commence par vous, Maïmouna Diado. Comment peut-on comprendre la reprise de ces attaques après un temps d'accalmie, si on peut le dire? Permettez-moi d'abord, Nafissa, de présenter mes condoléances, en tout cas à ces familles éplorées des forces de défense et de sécurité. Que l'âme de ces disparus repose en paix dans le paradis Firdaus et prompt rétablissement donc aux blessés. Parlons donc de ces attaques qui reviennent. Ces attaques, en tout cas, quand on prend le cas de Petelkoli, ça n'a jamais cessé, Nafissa. Ça fait, si je peux totaliser, 4 à 5 attaques. La dernière fois, c'était contre un bus, mais c'était juste à côté également de ce poste. Ça ne fait pas un mois, si j'ai bonne mémoire, ça doit être le 17 ou le 18 passé. Et on revient avec une nouvelle attaque qui fait endeuiller... Des positions surtout des FDS. Et le problème, c'est que ce qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est que soit ces ravisseurs ou bien ces bandits sont en tout cas informés sur cette position, parce que ceux qui ont été hier tués, et c'était vraiment des gens qui étaient partis pour la relève. Oui. Ça veut dire que d'un côté, on suppose que l'information a fuité. Peut-être l'information. Ils ont peut-être des gens qui les informent de ce qui se passe. Ces gens qui étaient, ces policiers qui ont été tués, quand on dit 18 heures, 18 heures pour celui qui fait le jeûne, parce que nous sommes pratiquement dans le mois, quelques heures, le mois de Ramadan. Une heure peut-être avant la rupture, oui. Voilà, ils sont déjà, connaissant déjà comment est-ce que cette période, c'est une période de forte chaleur. Certainement qu'ils sont en train de jeûner aussi, et avec le jeûne, ils n'ont pas assez de force aussi pour peut-être batailler. Pour batailler. Mais l'un dans l'autre, je pense que cette position qui à chaque fois, Petelkoli, qui à chaque fois est menacé par
des attaques où des individus viennent du côté donc, du Burkina Faso, attaquent et disparaissent dans la nature sans être inquiétés. Mais il faut et aussi faire le lien, parce qu'on dit que c'est la frontière... oui, ce qu'on dit, où il y a une position là-bas de militaires nigériens, burkinabés, maliens, tchadiens même. Donc, on n'arrive pas à comprendre que durant une heure, il y a des accrochages et qu'il ne soit pas secouru. Oui, il n'y a pas eu d'intervention. Et ensuite, on a vu quand on prend le cas de Terra, par exemple, il a suffi que des jeunes refusent à ce que le convoi de Barkhane puisse passer de Terra pour aller au Mali. Donc c'est mais oui, nous avons vu déjà des hélicoptères qui étaient là. Mais pourquoi dans ce cas? Parce que ceux qui étaient en train qui étaient sous le feu, je suis certainement sûre qu'ils ont eu le temps de passer l'information, d'alerter, parce que ils ont quand même des appareils, des talkie-walkie pour pouvoir alerter. Mais on assiste à chaque fois, on dirait que il n'y a pas de renforcement autour donc, de ce poste. C'est des dizaines de policiers. Et contre des centaines de motos, centaines de bandits, est-ce que 10 personnes ou une dizaine de personnes peuvent faire face, en tout cas, à l'ennemi? On n'arrive pas à comprendre cette situation. Maintenant, j'ai vu hier le ministre quand même qui a fait un déplacement pour aller sur place, vérifier, regarder et amener sa compassion aussi. Mais je me dis que s'il faut attendre qu'à chaque fois qu'il y ait des morts, qu'il y ait des attaques pour se déplacer, pour compatir, il faut prendre des mesures. Les mesures, tout le monde connaît les mesures. Parce qu'on dit que les bandits viennent avec des lance-roquettes. On ne comprend pas ces lance-roquettes-là, ça vient d'où? Et nous autres, les militaires qu'on dise, c'est une zone quand même des 3 frontières. Et on ne peut pas aujourd'hui assimiler cette situation. Soit les militaires sont positionnés là-bas là, pour faire autre chose, soit les militaires sont là-bas là, pour combattre l'insécurité. Donc, vraiment, il faut que l'État du Niger, et surtout l'État du Burkina Faso, parce qu'ils viennent du Burkina Faso, il faut que de l'autre côté, au niveau du Burkina Faso, qu'on essaie de déterminer comment est-ce que ces choses puissent arriver jusqu'à notre niveau. Parce que si nous pouvons sécuriser notre frontière, et que de l'autre côté, le Burkina Faso ne peut pas sécuriser sa frontière avec le Niger, donc c'est peine perdue. Voilà donc moi ce que je pourrais dire sur ce qui est de Pétankoli et sur ce qui est d'Agadez. Tout le monde sait que c'est une zone de trafiquants là-bas. Justement, les sites aurifères, ils sont toujours cibles. Des cibles. Et tout dernièrement, nous avons vu Agadez. Agadez aussi est sous le feu de l'insécurité. Sur les axes, les tronçons, des personnes se font dépouiller de leurs biens, des fois tuées, des fois enlevées. Donc ça veut dire que vraiment, là-bas aussi, il faut sécuriser ces forces de défense et de sécurité. Il faut leur donner les moyens de faire face à cette insécurité. Parce que vraiment, tout le monde connaît la région d'Agadez. La région d'Agadez vers le Djado, tout le monde sait que vraiment c'est une voie, une porte ouverte pour les trafiquants. Tout peut arriver à tout moment. Ça veut dire que même les forces de défense qui sont là-bas doivent être vigilants. Parce que ça peut arriver. L'ennemi peut arriver de partout. Voilà. L'ennemi peut arriver de partout. Vous, Hassan Boukar, que dire vraiment sur ces attaques? Je pense que je dirais la même chose que Memouna, parce que là, par exemple, si vous prenez le cas de Pétalkole, ça n'a pas arrêté en fait. Là, on est en avril, mais la dernière attaque d'envergure, c'était le 16 mars, je crois, ça fait à peine un mois en fait. Mais avant ça, je crois que d'autres policiers ont été tués, ça doit être en octobre 2021. Donc je pense que là, ça n'a jamais arrêté, quoi. La question maintenant, c'est lorsqu'on a un poste qui est aussi exposé, avec toutes ces personnes tuées, ces policiers tués. La logique, c'est de dire, mais normalement, on prend des mesures pour renforcer ce poste. Est-ce qu'on l'a renforcé? C'est vraiment des interrogations. Et là, on dirait qu'ils sont bien informés. C'est ce que Memouna disait. Memouna a expliqué, parce qu'ils choisissent des moments précis pour intervenir, à des moments où pratiquement c'est une équipe en fin de journée. Voilà, une équipe remplace une autre, etc. Donc,
peut-être qu'il y a quelque chose à voir de ce côté, mais c'est aussi la zone sur laquelle, je crois, toutes nos armées ont dit se concentrer. C'est la zone des 3 frontières. Tout le monde dit qu'il faut se concentrer sur cette zone. Les Français disent la même chose d'ailleurs. On a du mal à comprendre pourquoi est-ce que c'est justement dans cette zone qu'il y a cette recrudescence des attaques. Bon, du côté d'Agadez, c'est vrai, c'est aussi une zone où il y a ce qu'on a appelé pendant longtemps le banditisme résiduel qui a existé. Maintenant, il y a le trafic de drogue qui a pris de l'envergure quand même dans cette zone d'Agadez. Du coup, partout à la drogue, il y a les armes. Donc, le fait qu'il y ait ce trafic de drogue fait que les armes circulent facilement dans la zone d'Agadez. Et malheureusement, ça peut être utilisé contre les FDS ou contre les populations civiles. Et puis, le fait qu'il y ait des gens qui partent des sites aurifères vers les centres urbains, laisse croire qu'ils circulent avec de l'argent ou avec l'or. Ça attire l'attention. Voilà, ça attire l'attention. Donc là aussi, finalement, il faut doubler d'efforts. Mais déjà, la question de la drogue est une question extrêmement difficile à gérer. Là, c'est devenu comme un trafic international, puisque cette zone est perçue comme une zone de passage depuis les côtes occidentales de l'Afrique vers l'Afrique de l'Est ou vers le Maghreb. Donc, il y a vraiment un passage important de drogue dans cet espace. Donc, ça devient quelque chose de difficile à gérer pour un pays. Et donc là, le banditisme, malheureusement, du trafic de drogue au banditisme, il n'y a qu'un pas. Parce que ces trafiquants, parfois, ils utilisent des armes pour se défendre. Et il y a des conflits entre ces groupes, etc. Donc là, malheureusement, ça peut continuer malheureusement. Ça contribue, Maintenant, il faut connaître davantage ce qui s'est passé. En attaquant ce groupe, est-ce que ce qui est visé, c'est vraiment l'or? Ou alors, ce sont les FDS qui sont visés. Parce que si c'est les FDS qui sont visés, ça peut être quelque chose de nouveau de ce point de vue. Parce que pour l'instant, les attaques qu'on a vues le long de la frontière avec le Burkina, dans la région de Difa, Agadez semblait relativement épargné. Donc, il y a eu le bandit. Maintenant, si c'est des gens qui s'organisent pour attaquer les FDS, on peut s'interroger à quelle fin ils font cette attaque-là. C'est soit les FDS qui sont visés ou bien les LOR. Voilà. Est-ce que c'est vraiment pour mettre la main sur l'or ou alors ce sont les FDS en tant que symbole, en tant que représentant de l'État qui sont visés? Donc, à mon avis, il y a sans doute des questions dont les réponses peuvent aider à beaucoup plus clarifier ce qui se passe dans cette région. Et malheureusement, c'est toujours les jeunes militaires qui perdent la vie. On le sait, ils sont là pour garantir la sécurité de la population, mais eux, en retour, c'est eux qui perdent leur vie. Selon vous, qu'est-ce qui doit être réellement fait pour leur assurer aussi protection, si on peut le dire? C'est difficile. Le plus grave, c'est que ça fait quand même, dans certaines zones de ce pays, ça fait presque 10 ans aujourd'hui. Ça fait presque 10 ans. Quand Boko Haram a commencé dans la région de Difa, on a eu l'impression que ça va être juste une opération en 1 an, 2 ans. Donc ça traîne aujourd'hui encore. Dans la région de Tillabéri, malheureusement, personne n'est capable de dire quand est-ce que tout cela va s'arrêter. Et le coût humain est déjà extrêmement lourd. Je pense qu'il faut simplement changer d'approche. Jusqu'à présent, on a utilisé l'approche militaire, toutes les discussions, tous les débats sur Barkhane, sur le G5 Sahel. En tout cas, ce qui est connu, c'est d'abord la dimension militaire. Donc, il faut forcément, dès lors qu'on est face au constat, moi j'allais dire d'échec, il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut arriver à changer de stratégie, il faut changer d'approche. Voilà, mais en tout cas, cette approche militaire, pour l'instant, elle ne porte pas. Et tout laisse croire que lorsque vous avez des pays aussi vastes que les nôtres, des territoires, des frontières très très longues et tout ça, vous avez du mal à mettre l'armée à chaque mètre carré. Donc, dans ce cas, il faut réfléchir à d'autres moyens qui sont à notre portée. Et le fait de s'engager dans le tout sécuritaire avec les militaires et tout ça, ça fait qu'on fait le constat que nous n'avons pas suffisamment de forces armées pour faire face. Et du coup, on fait appel à d'autres. Or, on voit aujourd'hui les limites de faire appel à des forces étrangères. Il faut avoir des solutions à notre portée. Il y a certes
la dimension qui consiste à combattre ces gens qui s'attaquent à l'État, qui s'attaquent aux populations civiles. Mais en même temps, on peut aussi réfléchir à des moyens qui sont à notre portée, y compris aller discuter. Moi, je n'exclus pas ça, y compris aller discuter en étant sûr qu'on a des interlocuteurs qui veulent discuter, qui ont des revendications claires autour desquelles on peut discuter. Donc, à mon avis, il faut changer. Il faut donc chercher et changer d'approche militaire dans la lutte contre cette insécurité. Vous, Maimouna, vous parliez aussi de mesures à prendre. Êtes-vous d'avis qu'il faut changer cette approche militaire? Sur quoi mettre l'accent vraiment pour éradiquer ces attaques? Il y a plus de jeunes aujourd'hui qui vont dans l'armée, sur le terrain, mais il manque aussi de formation. Parce que les formations qu'on leur donne, c'est pas, est-ce que c'est des formations... C'est le basique, mais il faut vraiment avoir... Voilà, mais c'est comme si quelqu'un que tu envoies à l'école. Mais est-ce que l'expérience doit être de mise? Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui sortent 1 an, 2 ans, 3 ans et qui se retrouvent sur le terrain. Mais en 1 an ou 2 ans, est-ce que ces jeunes ont eu l'expérience du combat, de tenir, du combat. Et vous voyez, c'est là où il y a aussi un problème, parce que quand vous videz une armée de ces anciens hauts dignitaires, ça veut dire que ceux qui connaissent déjà le terrain, ce sont ces gens-là qui doivent peut-être accompagner ces jeunes en formation et tout. Parce que c'est c'est très différent. C'est très différent. Le combat sur le terrain est très différent de ce que nous connaissons. Maintenant, s'il y a un bon encadrement, s'il y a le matériel suffisant, adapté au terrain, donc je pense qu'on ne peut pas dire que peut-être, même s'il y a des attaques, même s'il y aura des pertes en vies humaines, quand même ça ne sera pas aussi lourd que ça. Mais qu'on nous dise qu'à chaque fois, surtout à chaque fois que c'est des jeunes qui sont positionnés. C'est eux qui perdent la vie. C'est eux qui perdent la vie. Donc c'est la jeunesse aujourd'hui. Cette jeunesse est en train de perdre la vie au niveau donc, de ces forces de défense et de sécurité. Mais on ne peut pas aussi échapper à son destin. Il faut reconnaître ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment renforcer les capacités de ces jeunes, leur donner les moyens suffisants et également renforcer le poste, comme je l'ai dit à l'instant, Pétancourt ne peut pas aujourd'hui être avec des dizaines de policiers. Non, mais pourquoi ne pas mélanger ces policiers-là avec d'autres forces de défense et de sécurité? Mais je pense que ça sera aussi meilleur, parce que chacune de nous, ou bien chacune de ces forces de défense et de sécurité a quand même quelque chose que l'autre n'en a pas. Effectivement, une expérience que l'autre n'en a pas. S'ils combinent les expériences, voilà, ils peuvent, oui. Voilà, mais qu'on dise que le poste là, c'est des policiers qui sont là-bas, mais est-ce qu'aujourd'hui, peut-être ceux qui étaient là-bas, est-ce qu'ils ont la capacité de faire le combat avec l'ennemi? Peut-être c'est pour ça qu'aussi on est en train de faire des pertes de vie là-bas. Oui, dans cette lutte contre cette insécurité. Nous passons donc au deuxième sujet du forum de la presse à Maradi. Dans le cadre de la lutte contre le carburant fraudé, la douane a saisi un nombre important de voitures, de motos et plus de 1000 bidons de 25 litres d'essence cette semaine. Pour le gouverneur de la région, Boubacar Cheibou, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur contre les fraudeurs. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Nous avons trouvé que les forces de défense et de sécurité ont saisi d'énormes motos et voitures qui sont actuellement garées et un stock important de carburant, plus de 1800 bidons. Je pense que cette situation est en train d'être maîtrisée par les forces de défense et de sécurité et le constat est vraiment réel. J'étais accompagné du procureur de la République, de l'ensemble des forces de défense et de sécurité et j'ai demandé que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Les textes ont dit que le matériel utilisé pour la fraude est confisqué et l'État va le faire et l'État l'a fait. Et je pense que nous allons respecter les textes en vigueur. Quelqu'un qui a perdu son véhicule ou sa moto, s'il reprend encore le trafic et qu'il perd, je pense qu'il va aller chez lui réfléchir avant de reprendre ce trafic. Que si on continue à confisquer le matériel, c'est-à-dire les motos et les voitures utilisées dans le cadre de ce trafic, je pense qu'on peut venir peut-être à réduire au maximum ce trafic de carburant. C'était là donc le gouverneur de la région de Maradi, Boubacar Cheibou. Cette saisie, c'est une énième saisie, si on peut le dire, d'essence fraudée dans les régions. Vous, Hassan Boukara, malgré ces saisies qui sont opérées,
la fraude du carburant, elle persiste. Selon vous, qu'est-ce qui expliquerait vraiment la persistance de cette pratique, surtout en région? Mais c'est parce qu'il y a de l'argent. les gens gagnent de l'argent. On peut toujours saisir une moto, des véhicules. Les gens savent ce qu'ils gagnent dans le carburant. C'est pour ça apporte de l'argent. Voilà, c'est comme la drogue, non? On a beau arrêter les gens, les emprisonner, les gens continuent parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et lorsque vous êtes dans un pays comme le nôtre, avec une population extrêmement jeune. C'est surtout les jeunes qui pratiquent. Une population jeune, vous n'avez pas un secteur économique assez développé pour donner de l'emploi. L'État ne recrute presque pas, sauf dans certains domaines rares comme l'éducation, quelquefois on voit. Mais donc, les jeunes, ils ont du mal à trouver de l'emploi. Et donc, si vous êtes le long de cette frontière avec le Nigeria, cette longue frontière qui fait près de 1500 km depuis Difa jusqu'à Dosso. Donc, les jeunes vont aller chercher le carburant et le vendre. Par tous les moyens. Oui, ils prennent le carburant, vous l'avez entre peut-être 200 et 300 francs. 250, c'est moins cher, oui. Voilà. Là, vous avez presque le double du prix. Donc, les gens gagnent de l'argent. Et vous avez probablement des grossistes qui amènent, et vous avez des jeunes enfants qui les écoulent dans la... Ça devient toute une économie informelle qui se développe, qui nourrit des milliers de personnes. Et donc, vous avez beau prendre 2 motos, une voiture, ça va reprendre, parce que les gens trouvent de l'intérêt. Je pense que, prenez l'exemple d'un pays comme le Nigeria. Le Nigeria aujourd'hui, vous avez une forte économie informelle qui s'est développée autour du pétrole. Il y a quelques années, je crois que la dernière fois, c'est en 2012, sous Goodluck Jonathan, le Nigeria avait décidé de suspendre la subvention sur les hydrocarbures. Le Nigeria paye chaque année à peu près 7 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. 7 milliards et demi pour subventionner le carburant, le rendre plus accessible. Alors en 2012, avec le FMI, la Banque mondiale, qui disent au Nigeria, couper cette subvention, investissez l'argent ailleurs. Et donc, Goodluck Jonathan a tenté, il y a eu des émeutes au Nigeria. À certains endroits, il a fallu mobiliser l'armée pour mettre fin aux émeutes. Et chaque fois que le Nigeria tente de mettre de l'ordre, entre guillemets, dans le secteur-là, vous avez énormément de manifestations au point de l'abandon. Alors chez nous, pour l'instant, ce qu'on a réussi, c'est une communication qui consiste à dire c'est de la fraude. Et la fraude, laissez-la, mais... la loi condamne la fraude, on peut le faire. Mais en même temps, je pense que il ne faut pas s'arrêter seulement à ça comme solution. Peut-être c'est parce que les sanctions même ne sont pas, je sais pas, exécutées. Je veux dire, même si les sanctions sont exécutées, les gens, vous perdez une moto. Ça ne vous si dit vous rien, vous pouvez la... Ça ne vous empêche pas de renouveler la moto, ce n'est pas un problème. Je veux dire, ils vont réprimer. Mais au-delà de ça, la question, je pense que quand j'ai fait allusion au Nigeria, à un moment, les institutions se demandaient quelle est la possibilité de vendre le carburant au Niger, au Tchad, alors qu'à côté, ils ont un voisin qui est premier producteur, où le carburant est beaucoup moins cher. Je pense que l'idée de supprimer la subvention au Nigeria, c'est aussi de rendre le pétrole du Tchad et du Niger plus compétitif. Donc, il y avait cette idée, mais aujourd'hui, on voit, là, cette année, la ministre du budget du Nigeria s'était engagée avec la Banque mondiale pour dire d'ici juin, ils vont couper les subventions, mais ils l'ont abandonné. Ouais. C'est parce que le pétrole est devenu un secteur qui nourrit des milliers de femmes. C'est devenu un véritable enjeu, une économie qui nourrit des milliers de personnes. Et les gens se disent, OK, nous, si on arrête, normalement, ça améliore les caisses de l'État, l'État gagne. Mais les gens ont l'impression que les 200 francs qu'ils gagnent sur un litre d'essence, c'est plus important pour eux qu'un État qui gagne plus d'argent. C'est un peu aussi la vision déjà. Donc, à mon avis, sur ce terrain-là, la répression, oui, dès lors qu'on a criminalisé la fraude, c'est tout à fait normal. On peut réprimer, c'est l'application des textes, mais il faut se rendre compte que ça ne marche pas. Ça fait des années, on le fait, on ferme une porte, les gens passent par eux. Non, je ne crois pas que avec la position du Niger, le coût du carburant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau interne,
pendant longtemps, on a tenté de faire baisser le prix du litre à Oui, la station. Ça n'a Ça pas n'a jamais abouti. marché. Donc il y a un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui, on peut toujours réprimer, mais je ne crois pas qu'on va arrêter cette fraude. Et surtout que les autorités même l'ont dit que cette fraude des hydrocarbures constitue une menace importante, très sérieuse sur la santé de la société nigérienne du pétrole Sonidep. Oui, je comprends. On peut toujours l'idée consiste à dire d'abord la fraude est condamnée par la loi. Deuxièmement, la fraude fait un manque à gagner pour l'État. En début d'année, je crois, le gouverneur de Maradi, il a déjà fait des décisions de rencontres. Par exemple, une des choses que les gens lui disent, mais avant que vous ne preniez les mesures, ce qui a été déjà amené sur le territoire, laissez les gens l'écouler d'abord. En fait, il ne voit pas tous les intérêts qu'il y a derrière ça. Ce n'est pas seulement le petit garçon qui a son bidon de litre dans la rue. C'est toute une chaîne. Ça cache toute une chaîne, toute une économie. Donc, vraiment, il faut réfléchir. Brûler une moto, une voiture, je ne crois pas que ça va arrêter ça. Cette fraude vraiment entraîne un manque à gagner considérable à l'économie du Niger, surtout si on sait que le Niger est producteur et exportateur de pétrole depuis 2011. Quel impact vraiment cela pourrait avoir sur l'économie du Niger selon vous, madame? Oui, l'impact que ça peut avoir, vous l'avez déjà dit, mon confrère l'a déjà soulevé, c'est que l'État va perdre beaucoup. Oui. Et l'État va perdre beaucoup, mais maintenant, qu'est-ce que l'État doit faire pour qu'il n'y ait pas aussi une grande perte financière au niveau donc de ses caisses? Et je pense que c'est de revoir peut-être le prix à la pompe. Parce que c'est ça aussi la difficulté des choses. Il ne faut pas se cacher certaines choses. Quand vous voulez combattre la fraude, essayez de voir combien est-ce que vous pouvez diminuer sur le litre aujourd'hui. Sur le litre, oui. Parce que ceux qui se procurent la fraude, ce sont ceux-là qui vont aussi dans les stations pour prendre le carburant. Justement. Et s'ils ne vont pas dans les stations pour prendre le carburant, c'est parce que naturellement, ils vont vers ces fraudeurs. Donc maintenant, c'est de vraiment jouer un jeu et essayer de stabiliser ou bien essayer de diminuer déjà le carburant. Parce que les Nigériens ne peuvent pas comprendre aujourd'hui que depuis 2011... Le même prix. Le même prix. Oui. Ça ne baisse pas, c'est là stationné et on ne trouve pas de réconfort. Donc ça veut dire que c'est juste ça. Il suffit de revoir le prix et en revoyant le prix, peut-être diminuer un peu. On ne dit pas de diminuer d'un coup, mais peut-être de diminuer, ne serait-ce que 2 ans, 3 ans, peut-être à la pompe, ou carrément diminuer pour que les gens se retrouvent. Nous allons donc marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. Actualité internationale pour clôturer ce forum, le tribunal militaire de Burkina Faso a prononcé des peines de prison à vie à l'encontre de l'ex-président du Faso Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire. Son commandant de garde Hyacinthe Kafondo et le général Gilbert Djendjéré ont été condamnés aux mêmes peines pour le rôle qu'ils ont joué dans l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1997. Une décision de justice saluée par les panafricanistes qui se battent pour que justice soit rendue à Sankara. Je vous propose d'écouter Abdoulaye Seydou. Il est le président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie, le développement. C'est avec beaucoup de soulagement que nous accueillons cette décision du tribunal militaire du Burkina Faso parce que vous savez que ce n'était pas gagné d'avance. C'est une grande étape dans la recherche et le combat que nous menons depuis belle lurette pour que justice soit faite à Sankara. Le combat continue parce qu'il y a également le volet international par rapport à cet assassinat parce que Sankara a été assassiné pour son idéal de se battre pour une Afrique libre, pour une Afrique libre, d'affirmer la souveraineté de l'Afrique partout où besoin. 30 ans après encore son assassinat, vous voyez, c'est comme si c'était hier. L'idéal de Sankara est porté par la jeunesse africaine et le combat continue. Nous ne serons pas également dans l'autosatisfaction parce que pour nous, ceux qui ont ourdi le complot,
c'est pas que les Blaise Compaoré, qui n'étaient que les bras armés et exécutants de ce complot, qui était un complot international orchestré par l'impérialisme avec l'appui de certains chefs d'État africains à l'époque. C'était là donc la réaction d'un des panafricanistes nigériens. Alors, un verdict historique selon beaucoup de panafricanistes est salué. Vous, Memouna, comment vous avez accueilli la décision de la justice burkinabé? Nafis, pour te dire, j'étais vraiment soulagée. J'étais aussi contente de voir que enfin la justice au Burkina Faso, c'est vraiment une justice. 35 ans après. 35 ans après que aujourd'hui la famille de Thomas Sankara puisse être mise dans leurs droits. 35 ans où sa femme, sa veuve et les enfants de Thomas Sankara peuvent enfin être soulagés de savoir que ceux qu'ils avaient reproché, ceux qu'ils avaient décrié depuis tout le temps, que c'était un assassinat. Ils ont assassiné son époux, ils ont assassiné le père de ses enfants. Aujourd'hui, ça a donné, la vérité a éclaté. Et c'est vrai, à l'époque, on le disait, mais quand vous savez que celui qui commet un acte, quand il est au pouvoir, c'était pas facile. C'était pas facile de dénoncer certaines choses et c'était pas facile pour la justice aussi de faire des investigations jusqu'à aller mettre la main sur ces gens-là, sur un président. Donc c'est vraiment pour montrer qu'aujourd'hui la justice a sévèrement, en tout cas, puni l'acte commis Thomas Sankara. Il était jeune, il avait de l'ambition pour son pays, le Burkina Faso, il avait de l'ambition pour l'Afrique et on lui a coupé toutes ces ambitions-là pour tout simplement quelque chose de pouvoir où on voulait positionner quelqu'un à la place de quelqu'un. Je me dis que le crime n'est pas resté impuni et nous souhaitons que ce sont ces genres de justice que nous voulons pour nos pays. Que la même chose qui est arrivée à Thomas Sankara, aujourd'hui nous vivons la même chose ici au Niger avec l'assassinat de Baré, du président Feu Baré. Donc jusqu'à présent, le dossier n'arrive pas à aboutir au niveau donc, du Niger. Pour vous dire qu'on doit garder de l'espoir. L'espoir est permis en tout cas. Tant qu'il y a espoir, il y aura toujours un jugement qui sera fait. Et maintenant, ce qu'il faut également essayer de comprendre, aujourd'hui, Blaise Compaoré, est-ce qu'il sera ramené? Effectivement, parce qu'il est en exil en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est en exil en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il sera aujourd'hui extradé au niveau du Burkina Faso pour poursuivre sa peine, pour être enfermé jusqu'à vie? Ou comment est-ce que les choses vont se passer maintenant? Parce que maintenant, ça sera une histoire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. On l'a vu avec le défunt président tchadien, Hissène Habré, où il a été condamné. Effectivement, il était exilé au Sénégal. Au Sénégal, mais par finir, il était resté au Sénégal pour purger sa peine. Mais à quelle fin? À quelle fin? Donc, oui, voilà, à quelle fin? Maintenant, il faut que la justice du Burkina se batte pour que le président Blaise Compaoré revienne dans son pays, au Burkina, subir les en tout cas pour subir les peines de cette justice. C'est ça qu'on veut, que des présidents africains cessent de s'immiscer dans les affaires des autres pays africains. Parce que ça, vraiment, c'est entre Burkinabés, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Voilà ce que je pourrais dire. 35 ans donc après un verdict qui vient de tomber, Hassan Boukara, quelle appréciation faites-vous de ce verdict? Je pense que l'histoire a fini par rendre son verdict, on peut le dire comme ça, après 35 ans. Ça a été long, 35 ans. Justement, ça a été long. Mais pour arriver à ça, il aurait fallu chasser Blaise Compaoré du pouvoir. Donc, c'est de cette façon que ce verdict est tombé. Sankara, c'était quand même l'espoir à la fois pour le Burkina, mais aussi pour l'Afrique. C'était une référence, oui. Voilà, donc d'autres diront qu'il est arrivé trop tôt, donc parce que là, l'intervenant Abdoulaye l'a dit, on voit comment aujourd'hui encore des jeunes citent Sankara, il reste encore quelqu'un qui a prouvé qu'on peut vivre dignement dans un pays pauvre, qu'on peut aimer son peuple,
le respecter. Voilà, donc il a fallu 35 ans pour que justice soit rendue à la famille. Mais c'est bien que justice soit rendue. Normalement, tout dossier qui entre en justice, un jour ou l'autre, il sera traité. Et c'est pour ça que les Burkinabés peuvent aussi garder de l'espoir pour un autre dossier emblématique, l'assassinat de Norbert Zongo, toujours sous le pouvoir de Blaise Compaoré. Donc on peut espérer un jour que Norbert Zongo puisse aussi avoir justice, pour barrer aussi, on l'a rappelé. Je pense qu'un jour ou l'autre, le dossier sera traité. Le dossier sera traité. C'est vrai que quand les gens qui sont au pouvoir pensent que c'est une affaire importante, excusez-moi, ça va bouleverser des choses, qu'il y a des personnes impliquées ou des complices qui sont encore actifs dans la gouvernance, dans la gestion, etc. On le repousse toujours plus loin, mais tôt ou tard, ça va finir par être jugé. Maintenant, je pense que ce que le Burkina a réussi, c'est quand même quelque chose d'important. Ce dossier est extrêmement important. Vraiment. On voit à la fois l'implication au niveau national, c'est vrai qu'il a été facilité avec le renvoi par les Burkinabés de Blaise Compaoré, mais on voit aussi les ramifications internationales. On avait dit beaucoup de choses de la France, de la Côte d'Ivoire, de Houphouët-Boigny, du colonel Kadhafi à l'époque. Il y a beaucoup de choses qui étaient dites. Donc, ce qui fait que il faut aussi que la justice ait l'expertise nécessaire pour traiter ce type de dossier. La justice burkinabé. Voilà, donc je pense qu'on peut leur dire chapeau pour avoir quand même traité cette question-là. Oui. J'espère que chez mais nous selon vous, quelle suite donner à ce verdict-là? Quelle suite donner? Il y a déjà un géré qui est arrêté. Lui, il est déjà en prison au Burkina. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à extrader Blaise Compaoré? Ce n'est pas évident, mais dans tous les cas, il reste sur le verdict d'une décision de justice. Le Burkina peut toujours engager les démarches. Peut-être qu'ils n'auront pas amené Blaise. Maintenant, est-ce que les intérêts politiques vont l'emporter sur les judiciaires? Qu'est-ce que j'appelle les intérêts politiques? Au vu de la situation particulière du Burkina aujourd'hui, vous avez des voix qui cherchent à faire la réconciliation, le camp de Blaise qui a été chassé du pouvoir, le nouveau pouvoir qui est arrivé, là, Roch Kaboré qui est tombé par un coup d'État, une junte militaire. Il y a quand même un ensemble de défis sur le plan politique qui fait que on a toujours envie, quelque part, de dire regardons vers l'avenir, tournons la page, etc. Blaise, c'est aussi quelqu'un qui est dans un certain âge aujourd'hui. Est-ce que réellement cette décision de justice, elle va rester quelque chose de symbolique? Ou alors, est-ce que réellement les gens tiendront à ce qu'il paye pour les crimes qu'il a posés 35 ans plus tôt? Est-ce que la volonté de faire un peu la réconciliation. Le pays est quand même fragile aujourd'hui. On le voit du point de vue sécuritaire, du point de vue politique. Est-ce que ces intérêts vont peser aussi dans la suite que les Burkinabés vont donner comme le disent les Anglais. La justice a fait son travail. Wait and see. Moi, je pense que si, en tout cas, la justice a tranché au Burkina Faso, le mieux, c'est de l'extrader pour l'amener au Burkina Faso. Ça n'empêcherait pas la réconciliation nationale. Évidemment, ça n'empêcherait pas ça. C'est des procédures, par exemple, le frère de Blaise, qui est aussi une des personnes soupçonnées dans l'assassinat de Norbert Zongo. Je pense qu'il y a une procédure qui est engagée en France pour le faire venir, mais ça traîne beaucoup. Donc ça peut prendre du temps, même si la procédure, je ne sais pas s'ils ont la possibilité de faire cette extradition d'un point de vue du droit entre les deux pays. Est-ce qu'ils ont une telle entente? Mais même s'il y a, ça prend du temps. C'est pour ça que j'ai dit que cette affaire, Nafissa, si tu me permets, cette affaire, c'est entre Burkina et Burkinabé. Donc, c'est pour montrer que les présidents qui commettent des fautes graves, des crimes graves, ne pensent pas que, étant dans un autre pays, ne peuvent pas, qu'on ne puisse pas les ramener dans leur pays pour les juger. Donc, si la justice a déjà donné sa décision, autant tout faire pour le ramener. Maintenant, le défi que ça pose, il y a aussi un défi pour l'institution, pour la justice elle-même en tant qu'institution. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'elle montre aujourd'hui la justice qu'elle peut
véritablement traiter avec beaucoup de courage, parce qu'il faut du courage pour traiter certains dossiers. Il faut beaucoup de courage à l'institution judiciaire pour traiter aussi certaines questions qui ont de fortes implications politiques, etc. Il faut aussi qu'ils montrent qu'ils ont la capacité de le faire. Le Sénégal l'a jugé, il s'est navré. Je pense que ça agrandit la justice sénégalaise. Il faut bien que dans nos pays, qu'on montre aujourd'hui sur des questions sensibles que la justice a la capacité, surtout le courage. Surtout le courage. Alors pour l'instant, quand on dit bon, la justice elle est sous contrôle, etc., on voit la volonté d'un régime de soumettre la justice, ce qu'on peut comprendre dans les démocraties qui ne sont pas suffisamment installées, etc. Mais il faut que les animateurs de la justice, ils n'auront pas plus d'honneur que leur capacité à rendre la loi. Ce n'est pas par l'argent, la richesse que les juges vont se distinguer. Ils vont se distinguer par leur courage et leur capacité à assumer un métier qu'ils ont choisi. Mais malgré cette décision, à travers des réactions sur les réseaux sociaux, certains internautes disent que cette décision est lourde. Cette décision de la justice burkinabé semble être lourde. Je pense que c'est... la justice a une formule. On dit pourvu qu'il y ait un procès équitable où vous avez la possibilité de vous défendre. Donc je pense qu'il y a un procès public où il a ses avocats. Il a choisi de ne pas rentrer dans son pays. Et à travers ses avocats, Gengéré qui était arrêté, lui il est venu, il a quelquefois pris la parole, etc. C'est une décision de justice, mais c'est quand même un chef d'État en exercice qui a été tué. C'est ça, donc moi je ne vois pas la peine lourde. C'est équitable. Et surtout que ce procès, ça a duré 35 ans. C'est équitable. 35 ans avec des orphelins et une veuve. Oui. Mais je pense que lorsque la procédure a été enclenchée, regardez le départ de Blaise Compaoré, c'est vrai aujourd'hui avec, on peut dire, c'est peut-être 7 ou 8 ans peut-être qu'il a été chassé du pouvoir, mais vous avez des procès qui peuvent durer beaucoup plus de temps. Je pense qu'il y a eu quand même une volonté, malgré le coup d'État, je pense qu'on pouvait craindre que le coup d'État puisse bloquer ce processus, mais malgré le coup d'État, il faut peut-être apporter au crédit de la jeune qui dirige le pays. Ils ont quand même laissé le procès se poursuivre. Il y a, c'est vrai, une forte demande des Burkinabés pour qu'il y ait justice après tout ce qui s'est passé. Probablement, ils l'ont compris et ils ont laissé les choses se dérouler. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose d'important qu'il faut mettre au crédit de la jeune. Ça aussi, c'est pour aller vers la réconciliation nationale. Il faut aller faire justice, rendre justice, pour pouvoir essayer d'aller vers la réconciliation nationale. Parce que tout le monde dit qu'il ne peut pas avoir de réconciliation sans justice. Tout à fait. Il ne peut pas avoir de réconciliation sans justice et c'est sur ce sujet international que se referme le forum de la presse de ce vendredi. Nous remercions à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, merci d'être venu. Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative, merci également d'être venu. Merci à nos auditeurs, auditrices et fidèles téléspectateurs de Studio Kalangu pour leur fidélité au programme de Studio Kalangu. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Ensuite, à partir de 18h15, nos forums en langue Hausa et Zarma les samedis et dimanches. À la modération de ce forum, je suis Nafisa Adam Sirfo. À la technique, la régie technique était assurée par Mustafa Ayuba, la régie vidéo Seni Isaka. À très bientôt sur le Studio Kalangu.